Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur mes 30 joueurs du Ballon d'Or. C'est très simple, je pense que le titre parle de lui-même. Je vais faire ma liste avant qu'elle soit donnée en vrai. Voilà, parce qu'elle va bientôt être donnée, la liste du Ballon d'Or 2019. Je vais donc choisir mes 30 et puis on va voir si finalement ça colle avec ce qui va se passer ou si ça colle pas. Bon, je me doute bien qu'on va pas avoir les 30 mêmes, mais bon. Je donne déjà mon avis. Alors, évidemment, c'est un avis un peu subjectif, et puis j'ai envie de dire, je sais pas, par exemple, bon, il y a quand même, au moins à mon avis, une quinzaine de choix. Je pense que si 30 personnes différentes font une liste de 30 du Ballon d'Or, il y a des chances qu'il y ait 15 ou 20 mecs qu'on ait quasiment tous en commun parce qu'ils sont intouchables, quoi. Après, c'est sûr, bon, en vrai, qui finit 23e, 25e, 28e dans la liste de chacun, bon, c'est un peu plus subjectif, c'est moins important, quoi. Voilà. Mais bon, c'est toujours intéressant de se dire, finalement, dans les 30, qui fait partie des 30 meilleurs joueurs du monde, selon nous. Voilà, je me lance. Alors, c'est pas un classement, c'est-à-dire que là, je vais dire des noms un peu dans le sens du plus légitime au moins légitime, voilà. Mais je classe pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, non. C'est juste mes 30, voilà. J'attendrai que les 30 réels du Ballon d'Or sortent. Et puis par rapport à leur liste à eux, je ferai là mon top. Enfin mon top, mon classement de 1 à 30. Et puis on verra à nouveau la différence. Mais déjà je commence juste par la sélection. Donc dans ma sélection, on va commencer tout de suite par le FC Barcelone, parce qu'il y a un petit joueur qui, même si son équipe a été dans le dur, niveau du jeu, c'est loin des meilleures années catalanes qu'on ait connues. Sous Valverde, c'est un peu compliqué de mêler jeu efficace et beauté du jeu. Donc bon, voilà. Mais le Barça remporte quand même le titre de la Liga avec un peu de facilité quand même. Donc ils ont été très vite au-dessus. Ils ont profité d'une concurrence qui a eu du mal, mais faut pas non plus oublier que le Barça fait une très bonne saison en Liga. Ça, faut pas l'enlever. On est quand même dans un championnat où, pour être champion, faut faire une très bonne saison, parce que t'as quand même le Real Atlético à côté. Voilà. Donc, au niveau de la Liga, voilà, on ne nuance pas la saison du Barça. C'est une très bonne saison. Messi termine meilleur buteur du championnat avec 41 buts, 20 buts de plus que le deuxième. Donc, il est forcément dans ma liste du Ballon d'Or, Lionel Messi. Voilà, je vais même pas rajouter qu'ils font demi-finale de Ligue des Champions, ce qui ajoute encore un petit peu plus, mais bon. Déjà, le mec gagne son championnat d'un des 5 grands, c'est déjà bien. Et en plus, il est largement meilleur buteur, et il est meilleur buteur européen carrément. Donc voilà, évidemment, Ligue des Champions, voilà, ils font demi. Il est encore extraordinaire dans la plupart des matchs, notamment le match aller des demi-finales contre Liverpool, on s'en rappelle. Mais je passe tout de suite au reste de la liste, puisque je vais essayer de ne pas faire trop long non plus. Donc Lionel Messi est le premier. Maintenant, on va partir en Angleterre pour l'équipe qui a battu justement le FC Barcelone en Ligue des Champions et qui s'est imposée pour la victoire finale. C'est bien sûr Liverpool. Et là, Liverpool, il y a pas mal de petits loustiques, comme on dit, parce que vraiment, quelle saison déjà. Alors une saison de Coupe d'Europe absolument crescendo, mais vraiment intéressante, vraiment passionnée et vraiment à l'arraché du début à la fin, parce que il y a eu la capacité à faire du jeu et la capacité à réagir dans des difficultés, notamment le groupe, puisque c'est un groupe avec Liverpool, Paris et Naples, on s'en rappelle, et il y a Belgrade aussi, où Liverpool galère à Belgrade, où Liverpool perd à Naples, etc. Commence très mal son début et finalement finit par s'en sortir pour terminer ensuite par éliminer le Bayern dès les huitièmes de finale, sortir, je crois que c'est Porto en quart de finale. Donc le Barça en demi et donc Tottenham en finale. Donc parcours assez intéressant. Il y a une remontada contre le Barça. Il y a une double confrontation contre le Bayern vraiment haletante. Des poules voilà, qui se jouent vraiment au forceps. Donc voilà, tout ça en faisant la plupart du temps, pas tout le temps, surtout en field du jeu, puisque c'est le terrain de chasse quand même de cette équipe. Et ça finit par la victoire finale. Donc voilà, forcément, ça va faire choisir beaucoup de joueurs de leur équipe. J'ajoute évidemment que tu termines deuxième du championnat d'Angleterre, parce que devant, il y a un monstre absolu, mais tu fais une saison
exceptionnel. Et malgré ça, tu ne gagnes pas le titre, mais on sait tous que c'est comme s'il l'avait gagné tellement la saison était somptueuse. Maintenant, j'en viens aux joueurs que j'ai sélectionnés. Il y a évidemment Sadio Mané, Virgil van Dijk, Alexander-Arnold, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Salah et Firmino. Oui, rien que ça, mais pour moi cette année c'est l'une des équipes quand même qui a le plus dominé et surtout à chaque poste. Je reviens donc sur mes choix, je pense que Sadio Mané offensivement, il l'a prouvé en Ligue des Champions, en Première Ligue. Il a même fait quand même une CAN très correcte qui mène son équipe à la victoire. Alors il fait pas une CAN exceptionnelle, c'est pour ça que je vais en parler peu, mais il fait une CAN correcte et ils font finale, donc c'est à noter. Voilà, absolument exceptionnel en première ligue, il finit meilleur buteur à égalité, donc il gagne le titre tout en étant décisif, notamment contre le Bayern. Il obtient le penalty en finale, voilà, bon. Sadio Mané, quoi. Virgil van Dijk qui a déjà eu un prix cette année, qui est sans doute le meilleur défenseur l'an dernier. Enfin, l'an dernier, meilleur défenseur cette année, pardon, en 2019. Voilà, pareil, absolument sublime, beaucoup de bons matchs, une régularité, une capacité surtout à relancer, tout en étant fort dans les duels, un côté technique, mais en même temps le petit côté bourrin qu'on va demander à un défenseur central dans les duels ou quand il y a des ballons aériens, etc. Donc le combo parfait, juste exceptionnel. Donc bien sûr qu'il est dans la liste du Ballon d'Or. Alexander Trent-Arnold et Andy Robertson, côté droit pour l'un, côté gauche pour l'autre, je les prends parce que c'est tout simplement les meilleurs latéraux cette saison. En plus, ils sont dans la même équipe. Comme pour les deux autres d'avant, ils gagnent quasiment tout. Ils sont meilleurs passeurs chacun à leur poste. Donc, qu'est-ce que tu veux dire ? Moi, je les prends, bien évidemment. Wijnaldum, pourquoi ? Parce que le milieu central complet, parfait, capable de marquer, capable de défendre, capable de courir, capable de temporiser, il peut absolument tout faire. Encore une fois, il est dans l'équipe qui gagne beaucoup de choses, donc forcément, ça l'aide à être sur le devant de l'affiche. C'est le genre de mec qui peut tomber dans une équipe moisie, donc se retrouver loin, tu te dis ouais, mais bon, il fait pas grand-chose. Et puis finalement, quand il est dans une grosse équipe, on le voit, plus il est avec des joueurs forts, plus ça le rend exceptionnel. Wijnaldum, moi je le mets parce qu'il est impressionnant, capable, je l'ai dit, mais il a été décisif par le but, par sa défense, et très bon dans tous les aspects du jeu. Il est capable de tout faire, donc un mec capable de tout faire sur un terrain, déjà, et quand tu gagnes tout, et quand tu fais une saison incroyable, ça se voit, je le mets. J'ai mis aussi Fabinho, parce que c'est sûrement le meilleur 6 l'an dernier. Alors on peut peut-être discuter avec un ou deux mecs, mais voilà, pareil, il est dans l'équipe qui gagne et il est quand même le premier défenseur de cette équipe. Enfin, évidemment, il y a un pressing qui vient d'au-dessus, mais je veux dire, techniquement, c'est pas incroyable, mais alors, dans le duel pur, très 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 fort. Vraiment la sentinelle, comme on peut y penser, c'est-à-dire le mec devant la défense, qui aide sa défense, c'est pour ça que je dis premier défenseur, en fait, dans le sens où c'est comme si des fois t'as l'impression qu'il joue comme un défenseur. Il est aussi solide, mais pourtant il est capable de jouer plus haut sur le terrain, d'apporter une première relance quand même correcte, d'être bon dans les duels, et voilà, moi je trouve qu'il mérite. Fabinho est dedans, il y a bien sûr donc Salah et Firmino également devant qui complètent l'attaque avec Mané, parce que c'est un trio. J'ai parlé de Salah, mais c'est un trio. Qu'est-ce que tu veux rajouter ? Firmino, c'est un bijou. Salah, en termes d'efficacité aussi, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il fait une saison un peu moins haletante, où ses dribbles passent un peu moins et tout, mais pourtant, dès qu'il arrive face au but, c'est incroyable. Dès qu'il est pas rencontre, sa vitesse est incroyable. Balle au pied, c'est absolument fou. Il n'y a pas de raté à ce niveau-là. C'est incroyable. Donc, encore... voilà, c'est des joueurs qui font beaucoup de choix dans les matchs, et quand ils arrivent à avoir un pourcentage de choix très positif par rapport à la réussite, c'est compliqué à analyser, mais tu le vois en tout cas, et lui tu le vois qu'en ce moment c'est incroyable. Donc Salah, Mané, Firmino, Firmino qui est un bijou qui aide les deux autres à pouvoir se projeter, à pouvoir jouer comme ils veulent, qui peut orienter, qui peut venir faire la tour, le point d'appui, qui peut également partir en profondeur, qui peut tirer de loin, il peut se décaler pour aller centrer, il est capable de tout faire. Un peu à la Wijnaldum, mais devant Firmino, bien sûr qu'il est dans ses 30 du Ballon d'Or. C'est terminé pour Liverpool, mais je reste en Angleterre parce qu'il y a une autre équipe
qui s'appelle Manchester City, qui a fait une saison de Première Ligue. Pour moi, c'est la plus belle, peut-être l'une des plus belles de l'histoire de la Première Ligue. En tout cas, c'est la plus belle de début... Ouais. Bon, ça peut se discuter. Disons la plus belle depuis le début 2010, ça c'est sûr. Mais ça se dit. Je pense qu'on est facile dans le top 3, top 5 des plus belles saisons de Première Ligue, hein, avec le genre l'invincibilité d'Arsenal, peut-être une saison d'United avec Cristiano Ronaldo sous Ferguson, etc. Ce genre, on est vraiment très très haut. Le jeu typique de Guardiola, poussé à l'extrême avec les meilleurs joueurs possibles quasiment à chaque poste, c'est absolument somptueux. Quand même, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'ils vont pâtir du fait de ne pas avoir eu leur but accordé par la VAR lors du match contre Tottenham, qui les sort dès l'écart, parce que je pense que s'ils étaient allés non seulement en demi-finale, il y avait grosse possibilité également de sortir l'Ajax, et je pense qu'on ne voit pas l'équipe pareille que l'image qu'elle nous laisse, parce que une équipe déjà qui gagne son championnat de manière exceptionnelle à la lutte avec un gros adversaire, et qui en plus est capable d'aller au moins en demi-finale de Ligue des Champions, voire plus, à mon avis, tout aurait été réécrit, mais l'histoire s'est écrite de cette manière. Mais quand même, pour rappeler que c'est pas parce que City se fait sortir en quart sur un but comme ça que certains joueurs ne méritent pas d'être dans ces 30. Et je vais les citer tout de suite, puisqu'il y a, pour moi, Sergio Agüero, qui est meilleur buteur de Première Ligue, égalité notamment avec Sadio Mané, qui fait une saison absolument somptueuse, qui est le finisseur de cette équipe. Il y a beaucoup de joueurs de talent technique dont on a l'impression qu'ils font plus qu'Agüero, en tout cas qui créent plus, touchent plus de ballons, etc. Mais Agüero, c'est quand même une qualité de finition incroyable, un runner des surfaces fou. Il a une capacité à pousser sur les cuisses. Il est vraiment très fort. Il met des buts de la tête, du pied droit, du pied gauche. C'est un pur finisseur. Il trouve des angles impossibles. Moi, je trouve que cette saison, il mérite d'être dans les 30 du Ballon d'Or. Voilà. Tout comme son coéquipier David Silva, qui fait une saison absolument somptueuse. Alors lui, c'est vrai qu'on va plus le voir dans un domaine de passe. Sauf que quand tu es l'un des meilleurs joueurs de passe, pour pas dire le meilleur joueur de passe, d'une équipe qui fait beaucoup de passes, et qui en plus arrive à être sur le toit de la Première Ligue, qui est le championnat le plus compliqué à gagner, et en plus donc d'être sur le toit d'une des meilleures équipes déjà du monde, même si, comme j'ai dit, elle s'arrête dès l'écart de Ligue des Champions, tu es forcément dans la discussion des meilleurs joueurs du monde. David Silva y est. Continuons avec un Silva qui se nomme Bernardo cette fois, absolument somptueux, que ce soit en milieu central offensif ou en ailier droit, puisqu'il a joué un peu les deux, capable de rentrer sur son pied, de délivrer des passes, de dribbler des joueurs, de sortir des 1-2, de temporiser, d'accélérer. Usant à défendre, absolument somptueux, j'ai pas d'autres mots, c'est toujours dans le bon tempo, une saison absolument incroyable. Bien sûr que Bernardo Silva est dedans, tout comme David Silva, tout comme Agüero, et tout comme Riyad Mahrez. Et oui, parce que Riyad Mahrez, il va aussi, en plus d'être un bijou sur le terrain à City, aider son équipe nationale à remporter la CAN, l'Algérie bien évidemment, je bug bien évidemment. Donc en plus en étant vraiment très très fort, il recommence le début de saison, tout est très fort, il est vraiment là. C'est la première saison où en fait il a vraiment la chance de combiner grosse saison en termes de talent balle au pied et grosse saison collective, puisque forcément à Leicester déjà c'était un peu plus compliqué. Donc cette année, je mets Riyad Mahrez dans les 30 du Ballon d'Or pour toutes ses réussites. Et voilà. Je continue avec, de l'autre côté, on a Raheem Sterling sur le côté gauche, parce que lui aussi fait une saison absolument incroyable, Raheem Sterling. Dans tous les duels, partout, beaucoup de buts marqués, beaucoup de passes D. Le nombre d'adversaires éliminés par Raheem Sterling cette année doit être absolument fou. Et surtout, il s'est beaucoup amélioré à la finition dans la surface, sa capacité à décaler au bon moment, faire la passe quand il faut. Moi, je trouve qu'il a énormément progressé, et cette année, il est vraiment... il complète parfaitement cette équipe. On se disait, ouais, c'est le genre de mec qui court un peu, mais qui manque de passes. Et ben, en fait, pas tant que ça. Il est parfait dans le système, il est bon, il joue quasiment tous les matchs. Raheem Sterling, bien sûr, est dans les 30 du Ballon d'Or. Je vais en ajouter un qui sera... j'en suis où ? J'en suis là. Kevin De Bruyne, parce que Kevin De Bruyne s'est un peu blessé cette saison, malheureusement, on l'a pas trop vu. Enfin, pas trop vu, si on l'a quand même vu, mais pas plus que les autres, malheureusement. Mais il fait quand même
le nombre de matchs qu'il fait est suffisant pour qu'il soit dans les 30 du Ballon d'Or. Regardez, c'est des passes pied gauche, des passes pied droite, des ballons liftés, des ballons lobés, des ballons fuyants, des passes courtes, passes longues. Il est somptueux. Il est à l'origine de tout. Je pense que lui aussi, tout comme City, qui n'a pas eu de chance contre Tottenham avec ce but refusé là, Kevin De Bruyne, il a pas eu de chance avec ses blessures, mais comme je dis, il en a montré suffisamment pour être dans cette liste. Selon moi, je le mets donc dans les 30. Même si voilà, c'est peut-être un de ceux qui est un peu plus bas parce que voilà, il manque quelques matchs, il manque peut-être 5-10 matchs quand même pour voilà, exploser. Sinon, je passe à Kyle Walker. Et Kyle Walker, je le mets également parce que même si Trent Arnold pour moi est le meilleur arrière droit l'an dernier, Kyle Walker est le second tout simplement, même s'il joue défenseur central droit. Voilà, il est absolument somptueux, donc il a été repositionné un peu dans l'axe. Défensivement, c'est très très bon, agressivité parfaite, capacité évidemment à se projeter puisque arrière droit de formation puis assez offensif, qualité technique, qualité physique, repli, voilà, défensivement, moi je le trouve vraiment parfaitement à son aise. Il mérite d'être dans ces 30 du Ballon d'Or parce qu'il fait une saison de Première Ligue exceptionnelle. Parce que City attaque et fait des passes, mais City défend aussi. Et c'est notamment grâce à ce genre de joueurs qu'ils arrivent à le faire correctement. Même très bien. Et voilà, le titre lui revient également tout autant que les coéquipiers que j'ai cités avant. Et voilà, pareil, en Ligue des Champions, ça fait quand même quart de finale, c'est pas mal. Voilà, ça mérite d'être dans ce top 30. Et c'est bon pour City. Je suis parti au Barça, mais j'ai pas cité tout le monde d'ailleurs, parce qu'au Barça, pour moi, j'ai deux joueurs qui s'ajoutent à Lionel Messi, parce que le Barça fait pas une grosse saison pour moi en termes de jeu, etc. Mais justement, ils ont quand même été sauvés par des joueurs qui ont montré leur talent individuel. Donc Lionel Messi, bien évidemment. Au milieu de terrain, il y a un joueur qui s'appelle Arthur, qui a été le métronome de cette équipe. Alors oui, Messi prend beaucoup de ballons, Messi redescend beaucoup, mais Arthur a été vraiment intéressant. On voit que Rakitic, voilà, était un peu plus fébrile. On sent que, par exemple, il y a eu un Busquets et tout, ça a été plus compliqué. Le milieu de terrain a eu plus de mal, mais Arthur, lui, a été largement au niveau au-dessus du lot. Donc je le mets dans cette équipe quand même qui, je le rappelle, voilà, gagné la Liga assez largement et qui a quand même fait de très belles performances en Ligue des Champions, malgré une remontada assez stricte. Voilà, Arthur, pour moi, mérite d'y être. Et le troisième joueur qui mérite d'être dans cette équipe, dans cette liste du Ballon d'Or, Jordi Alba, donc évidemment l'arrière-gauche, tout le monde le connaît. Alors certes, décalé en permanence par Messi, mais ses montées, ses centres, tout ce qu'il apporte, son endurance, le nombre de courses aller-retour qu'il fait, c'est un joueur autant offensif que défensif en fait, hein, cette équipe du Barça. Et encore une fois, l'an dernier, tu sens que quand t'as un mec comme ça, offensivement, t'es une équipe beaucoup trop dangereuse. Parce que quand t'as un latéral qui arrive à faire assez la différence pour terminer les actions et donc pour pas trop se prendre de contre et en même temps arriver à t'apporter des passes D, des corners, des trucs... Voilà, moi je pense qu'il a été tellement fort à gauche. Alors pour moi, Robertson est aussi le numéro 1. Mais Jordi Alba est le numéro 2 et il mérite d'être dans ce top. J'arrive pas ce que c'est que les tops dans cette liste parce que saison au-dessus du lot, quoi. Dans une équipe qui a été déjà au-dessus du lot. Je vais passer au Real de Madrid puisqu'il y a un joueur qui fait la saison entière l'an dernier au Real qui pour moi mérite d'être dans cette équipe. Beaucoup de fiascos. Beaucoup de mauvaises performances, notamment collectives, hein, avec cette élimination en 8e de finale, avec finalement une Liga largement pas gagnée, hein, puisque le Barça avait déjà des tonnes de points d'avance dès la mi-saison, donc voilà. Mais pour moi, Karim Benzema, c'est le seul joueur du Real, qui fait la saison entière l'an dernier, qui mérite d'être dans ce top 30 du Ballon d'Or parce qu'il a déjà il est donc deuxième meilleur buteur de la Liga derrière un certain extraterrestre. Donc voilà, il permet quand même au Real de garder la face. Comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de mauvaises performances, beaucoup de niveau du jeu, ça a été assez poussif et Benzema, ça a toujours été celui qui était au-dessus du lot. Donc il termine pour moi dans ce top 30 du Ballon d'Or. À la fin de la saison, je vais continuer avec un joueur donc qui n'est parce que j'ai cité le Barça, mais je ne l'ai pas cité lui parce que je le compte dans la saison avant encore l'Atlético Madrid. Antoine Griezmann qui, comme pour Benzema, pour moi est le seul
à avoir montré un peu plus que les autres au-dessus du lot, bien au-dessus du lot, qui a beaucoup tiré son équipe vers le haut. Moi, je trouve que ça mérite quand même une présence dans cette liste du Ballon d'Or. Voilà, après, évidemment, il va pas le gagner, mais il est cité dans les 30. Je trouve que c'est quand même mérité. Je vais revenir en Angleterre, dans une équipe qui s'appelle Tottenham, qui fait quand même finale de Ligue des Champions, même s'ils ont un peu plus galéré en première ligue, enfin largués par les deux extraterrestres devant aussi. Même si tout a été poussif en Ligue des Champions, ils font quand même finale, faut pas l'oublier. Et pour moi, il y a deux mecs quand même qui méritent d'être dans ce classement. Alors déjà, Eriksen. Pour moi, Eriksen, il fait la saison que De Bruyne aurait pu faire s'il n'avait pas été blessé. Et Eriksen, il le fait dans une équipe quand même un peu plus faible, même si Tottenham c'est déjà très fort, mais je veux dire, quand tu parles de Manchester City, tu parles d'une des 2-3 meilleures équipes du monde actuellement. Tottenham, on est dans les 10, on n'est pas dans les 3 du tout. Donc, ce qu'ils ont fait l'an dernier, c'est notamment grâce à un joueur qui lui a joué tous les matchs importants, c'est Eriksen. Que je mets dans ce top 30 sans problème parce que voilà, qualité de passe incroyable, les coups de pied arrêtés, quand je dis coups de pied arrêtés, c'est pas les pénaux mais c'est surtout les coups francs excentrés, tout ce qu'il dépose là où il faut sur les têtes, c'est parfait. Orientation du jeu, c'est tous les ballons passent par lui, c'est le métronome, c'est lui qui tire son équipe vers le haut dans le jeu pour pouvoir, même si je l'ai dit ça a manqué un peu de jeu, mais justement pour pouvoir faire suffisamment pour se qualifier dans les moments de coupe et pour finir en haut du championnat anglais, c'est grâce à lui. Donc pour moi c'est le meilleur joueur de Tottenham l'an dernier, il est dans cette liste des 30. Et le deuxième c'est Harry Kane, alors qui a un peu manqué les derniers matchs de Ligue des Champions, il n'est pas là pour les demi, je crois qu'il n'est pas là pour les quarts non plus. Voilà, donc il manque quand même pas mal de matchs, mais après buteur incroyable, c'est con, mais alors il met pas mal de pénaux, lui, c'est vrai, mais il les met tous. Il en rate pas un. Donc voilà, capable de prendre le brassard de capitaine, leader offensif de cette équipe. Donc voilà, il a la finition de beaucoup d'actions. C'est un attaquant de pointe qui paraît assez lourd un petit peu et pourtant capable de créer du jeu, capable de sortir des petites déviations comme un joueur un peu plus fin et technique. Voilà, beaucoup de possibilités sur ce joueur qui fait une grosse saison et qui, je pense, mérite quand même d'être dans les 30, même s'il sera plutôt vers le 30 que vers le 1. Je vais continuer et on va partir aux Pays-Bas avec les deux cracks sortis de nulle part de l'Ajax, qui sont donc De Ligt et De Jong. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rappeler la saison incroyable qu'ils font ? Alors certes, eux, ce qui peut leur jouer un peu des tours, c'est qu'ils gagnent le championnat néerlandais et que forcément c'est moins incroyable que les 5 grands championnats, mais la saison de Ligue des Champions est somptueuse, la qualité de jeu et de joueurs intrinsèques est absolument splendide. De Ligt, De Jong mérite plus que largement d'être dans ce top. Je pense que De Jong, j'ai dit Fabinho tout à l'heure, quand je dis Fabinho est peut-être le meilleur 6, le premier qui me vient à l'esprit pour le concurrencer, c'est De Jong. De Ligt est, je pense, le deuxième meilleur défenseur central derrière Van Dijk. C'est sympa pour les Pays-Bas, je trouve. Donc voilà, et les deux méritent largement d'y être. Ils ont prouvé, ils sont partis tous les deux, notamment à la Juve et au Barça, ce qui prouve un petit peu le talent de ces deux personnes. Voilà. Même s'ils font des débuts de saison corrects sans plus. Ça va remonter, il n'y a pas de souci. La saison l'an dernier est absolument folle de la part des deux. Ce qui nous donne donc De Ligt et De Jong dans la liste du Ballon d'Or. Maintenant, partons en Italie, à la Juventus Turin. J'ai sélectionné deux joueurs qui sont sortis du lot pour moi, parce que la Juve, pareil, l'élimination en quart de finale de Ligue des Champions, elle fait mal, surtout que la qualité de jeu... Bon, comme souvent la Juve, c'est pas la première caractéristique que tu sors chez cette équipe, mais la qualité de jeu, n'a pas été surdimensionnée, surtout dans une époque où les Liverpool, Manchester City sont capables de sortir des phases de jeu absolument somptueuses. La Juve, ils ont fait comme d'habitude un peu. Il y a eu beaucoup d'errance dans certains matchs, notamment je pense... Donc ils sont sortis en quart par l'Ajax. En huitième de finale, ils prennent l'Atlético. Ils remportent le match retour avec un triplé de Ronaldo, mais le match aller est assez, je vais pas dire pathétique, mais on va dire apathique, tu vois, pour rester dans les tics. Mais non, ils sont là sur le terrain, mais
bof. Ils sont là sans. Ils font là en mode ouais, bon, on prend que 2-0, voilà, tu vois, c'est suffisant comme ça. On se laisse un peu de marge pour le retour, voilà. Donc, bon. Et, euh, et voilà, pour moi, il y a deux vraiment joueurs qui sortent de ce système plus que les autres. Bah, il y a Cristiano Ronaldo, bien sûr, hein, de par son nombre de buts. Sa capacité à mettre voilà, aussi des buts dans les bons moments. Alors, j'ai parlé de l'Algérie et du Sénégal tout à l'heure pour certains joueurs. Je vais aussi parler du Portugal pour Cristiano Ronaldo. Il y a des petits triplés, il y a beaucoup de buts encore cette année que le Portugal. La Ligue des Nations, alors oui, on la compte pas encore comme une vraie compétition, on n'a pas l'habitude et tout. Il a été bon en demi de la Ligue des Nations, notamment avec son triplé. Après, bon, finale un petit peu moins, mais il est quand même présent. Voilà, ça fait des ups, comme on dit, dans sa note. Et donc, il termine dans les 30 du Ballon d'Or, bien sûr. Tout comme, pour moi, Miralem Pjanic. Donc, le milieu de terrain bosnien, bosniaque même, qui est l'élément essentiel pour moi du jeu de la Juventus l'an dernier. Pareil, dans une équipe qui est pas fan voilà, de jeu pur, comme on connaît un peu plus en Espagne, etc. Ou comme là, qu'on nous montre en Angleterre dans les deux meilleures équipes anglaises. C'est quand même lui qui est capable de tout faire au milieu de terrain. Il peut défendre, il peut relancer. Il est très fort sur coup franc. Il a une bonne patte. Voilà, il sait distiller. Capable aussi, comme j'ai dit, de défendre, d'être bien positionné, de s'arracher quand il faut. Voilà, la Juve lui a bien transmis cette grinta-là pour être important dans les grands matchs. Il fait aussi partie du titre de la Juve et quand même de cette qualification jusqu'en quart de finale, même si ça va coûter un peu forcément dans le vote de fin. Mais moi je pense qu'il mérite d'être dans les 30 parce que il y a une qualité supérieure à beaucoup d'autres. À ce niveau-là, je vais terminer en Angleterre. Enfin, non, je vais terminer avec l'Angleterre, mais il me reste encore 4 joueurs en tout à mettre. Et j'en ai 2 en Angleterre, qui sont à Chelsea, qui sont Eden Hazard et N'Golo Kanté. Alors évidemment, là on parle pas de mecs qui seront Ballon d'Or, qui seront top 10, c'est même pas sûr. Mais ils font quand même tous les deux une grosse saison avec Chelsea. Alors, le problème de Chelsea, c'est les résultats collectifs, c'est-à-dire que tu te qualifies pas en Ligue des Champions, donc tu finis pas top 4 de ton championnat premièrement, et ensuite tu remportes l'Europa League. On l'a vu comme pour Griezmann quand il remporte l'Europa League, c'est bien, c'est très bien, c'est une aventure européenne, etc. Mais c'est l'Europa League, quoi. Donc ça joue forcément dans le vote de saison. Après, moi, ça ne m'enlève pas le fait qu'ils ont été très forts tous les deux. Hazard, il a fait une saison à la Hazard, hein, on le connaît, hein, où il va pas mettre beaucoup de buts spécialement, mais voilà, au niveau de la qualité du joueur, de ce qu'il fait dans les dribbles, dans les passes, dans l'élimination, la capacité à conserver le ballon aussi, c'est bien au-dessus de tous les autres joueurs. Pareil, Chelsea fait une saison quand même, une saison collective, voilà, pour l'Europa League et tout, c'est sympa, il y a eu des bons moments, mais ça n'a pas non plus été dans le jeu incroyable. C'était une saison plutôt compliquée quand même par rapport à une équipe comme ça. Voilà, je mets N'Golo Kanté aussi parce que lui, il a eu déjà, il a été très bon comme d'habitude, mais il a eu des fulgurances et il nous a montré, je trouve maintenant, qu'il est capable de tout faire. C'est-à-dire qu'on commence à le voir de plus en plus déjà apporter offensivement. Et notamment marquer des buts incroyables. Alors il y en a quelques-uns évidemment, mais beaucoup plus de montée, beaucoup plus de participation au jeu, une super qualité de relance. Bon, défensivement, je pense que tout le monde sait qu'il a 807 poumons dans son corps, donc il court comme il veut, autant qu'il veut. Moi je trouve que il est encore au-dessus du lot, tout comme Hazard est au-dessus du lot, et pour moi c'est tellement au-dessus du lot que ça mérite d'être dans les 30 du Ballon d'Or cette saison. Et je termine avec les deux derniers les deux derniers sont des attaquants qui ont ultra performé, notamment en termes de buts et dans leur championnat, que je mets dans les 30 parce que je les trouve vraiment trop forts intrinsèquement en fait. J'aime bien ce mot, tiens. Je les trouve trop forts cette saison, même si collectivement, les deux n'ont pas dépassé les huitièmes de Ligue des Champions et les deux ont été donc champions de leur championnat, même s'il y en a un des deux qui l'a été largement, l'autre qui est un peu plus cravaché. Je trouve quand même que la qualité encore qu'ils ont montré à marquer, la qualité qu'ils ont montré à être indéfendable dans la surface,
font que ils y sont dans mes 30. Alors le premier c'est Kylian Mbappé, donc avec Paris évidemment, qui a explosé la Ligue 1, qui fait quand même une Ligue qui fait une Ligue des Champions jusqu'au 8e, pas catastrophique. Je veux dire, il marque encore contre United. Bon, voilà, contre Liverpool, il est correct aussi. Il est plutôt bon. Le problème, c'est que l'aventure s'arrête trop tôt, puis vraiment de manière moche, quoi. Donc, c'est compliqué, quoi. Ils n'ont pas non plus été exceptionnels. Mbappé n'a pas été exceptionnel quand on l'attendait. Il a été bon, pas exceptionnel. Après, voilà, en Ligue 1, il a été trop fort, moi, je trouve. Et ça mérite une place carrément dans les 30 de ce ballon d'or. Et le dernier, c'est donc Lewandowski avec le Bayern, qui lui aussi a été très fort, notamment en Allemagne. L'aventure s'arrête assez tôt, dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions, parce que tu prends Liverpool, mais il avait été déjà plutôt bon en poule. Donc voilà, et le championnat est difficile sur le début, mais plutôt maîtrisé sur la fin pour le Bayern. Et Lewandowski en est l'un des artisans, avec encore une fois un nombre de buts... voilà, au-dessus de... Je te dis, en plus de ce but, mais comme Mbappé, Mbappé il est meilleur buteur de Ligue 1, mais c'est pas le fait qu'il soit meilleur buteur de Ligue 1, c'est qu'un chiffre, entre guillemets, même s'il est deuxième meilleur buteur européen, par exemple. Voilà. Je veux dire, c'est cette capacité, quand le mec prend le ballon dans la surface, tu sais que, je veux dire, s'il n'y a pas un mec qui vient lui accrocher le maillot, qui vient vraiment toucher le ballon contre lui, il y a but, quoi. Il y a but, je veux dire, Lewandowski, pied gauche, pied droit, il peut se retourner quand il veut, frapper pleine lucarne au sol. Mbappé, c'est pareil. En plus, Mbappé, t'as le côté vitesse. Lewandowski, t'as le côté quand même un peu plus Tourelle, puisqu'il est un peu plus grand. Mais en même temps, je veux dire, techniquement, il est très très fort pour se mettre en position de frapper. Et puis après, ça fait mouche quasiment tout le temps. Voilà, donc pour moi, ces deux-là, ils sont un peu... comment dire, je cherche le mot, leur saison est un peu réduite par les résultats collectifs, les résultats collectifs, mais quand même individuellement ils ont été assez capables de faire des choses pour être dans les 30, même si évidemment là on parle pas du top 10, etc. Voilà, c'était donc mes 30, je vous les refais très très rapidement. Lionel Messi, Raheem Sterling, Bernardo Silva, Sadio Mané, Virgil van Dijk, Alexander Arnold, Andy Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Salah, Firmino, Agüero, Kyle Walker, David Silva, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Arthur, Jordi Alba, Benzema, Griezmann, Eriksen, Kane, Harry Kane, De Ligt, De Jong, Hazard, Kanté, Mbappé, Lewandowski, Cristiano Ronaldo et Miralem Pjanic. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. On est quand même à 32 minutes, ça commence à faire beaucoup, 33 même. Donc j'espère que ça vous a plu. Quels sont vos 30? Parce que ça m'étonnerait qu'on aille même. Et surtout, on attend impatiemment les 30 du Ballon d'Or réel. A plus dans une prochaine vidéo.